exemple, je peux te dire, à mon avis, c'est ce qu'on fait. D'accord. Voilà, donc pour passer à la suite, juste rappeler quelques messages importants. Donc oui, donc si on compare donc ces approches de dictionnaire avec l'état de l'art, on arrive à des approches qui sont au même niveau que l'état de l'art. Le concept important aussi, c'est d'apprendre un dictionnaire adaptatif à l'image que l'on souhaiterait. C'est aussi intéressant. Et aussi, tout ce que j'ai présenté peut s'adapter à d'autres types de données, mais uniquement des données pour lesquelles il existe un codage parcimonieux. C'est-à-dire si vous avez certaines données biologiques ou neurosciences où il n'y a pas ce type de codage parcimonieux, ce genre de technique ne fonctionne pas. Donc c'est aussi un message important, le fait que ces codages parcimonieux, c'est uniquement pour les données qui ont qui admettent ce type de codage. Ensuite, je vais passer donc à quelque chose où je vais parler un petit peu de machine learning, donner un peu plus d'intuition sans aller trop dans les détails mathématiques de pourquoi on utilise cette norme L1 pour induire de la parcimonie, et parler un peu des liens entre l'apprentissage de dictionnaire et factorisation de matrices et d'autres techniques qui existent déjà. Donc je pense, on verra si j'ai le temps, je parlerai de groupe sparsity aujourd'hui, mais peut-être pas. Donc, voilà, donc juste, maintenant on oublie un peu les notations que j'ai introduites, juste pendant 2-3 transparents. Et on va prendre un cadre d'apprentissage statistique. Donc qu'est-ce qu'on souhaite faire en apprentissage statistique? On a un ensemble d'entraînements avec des caractéristiques, donc ces vecteurs XI, des labels ou des données de sortie YI. On souhaite apprendre la bonne façon de relier les données d'entrée XI au label YI. Donc, si vous souhaitez faire de la classification, YI, ce sera des labels binaires, donc soit -1, 1, soit 0, 1, selon la formulation. Si vous souhaitez faire de la classification multiclasse, ça peut être simplement le numéro de la classe, et si vous souhaitez faire de la régression, une simple valeur, éventuellement de la régression multidimensionnelle, vous pouvez avoir non, il manque ces 3 transparents-là que j'ai rajoutés, pour faire le lien un peu avec l'apprentissage statistique. Éventuellement, ça peut être un vecteur multidimensionnel en sortie aussi, dans le cas de... donc pour résumer un peu le machine learning, l'apprentissage, souvent on prend un modèle linéaire, qui est le plus simple qu'on peut imaginer, et on dit qu'il y a une relation, dans le cas où y est de dimension 1, qu'il existe un vecteur de poids w, tel que y peut être approximé par w transpose x. Et si vous avez de bonnes caractéristiques, c'est-à-dire si x est assez riche, souvent peut être de très grandes dimensions, dimension 1000, 10 000, peut-être même que Hervé présentera des choses avec des dimensions 200 000, je ne sais pas, on verra. On peut prendre parfois un modèle linéaire qui donne de bons résultats, ou alors si on souhaite faire de la classification binaire, souvent on va prendre le signe du produit W transpose X. Et comment on fait pour apprendre ce vecteur de poids? Souvent on minimise une fonction de coût, ce petit L ici qui nous dit à quel point YI est proche de W transpose XI. Donc je donnerai quelques exemples de fonctions de coût dans le transparent suivant. Et un des problèmes de l'apprentissage, c'est que souvent le nombre d'exemples d'entraînement n'est pas suffisant pour apprendre un vecteur de poids qui généralise bien sur de nouvelles données, donc le problème de généralisation. Donc oui, on souhaite apprendre W qui soit bien adapté pour les données d'entraînement, mais on souhaite qu'il soit aussi bien pour des données de test, des nouvelles données. Et pour ça, si le nombre d'éléments d'entraînement n'est pas suffisant, ou si le nombre d'éléments à apprendre, c'est-à-dire la taille de W est trop grande, on a besoin de régulariser. Donc on a la même histoire que pour les images naturelles, il faut donner une connaissance a priori sur W. Donc pour donner quelques exemples rapidement, une connaissance a priori naturelle, c'est de donner un peu de régularité à ce vecteur W, et celle qui a été la plus utilisée, c'est simplement la norme L2 au carré. Donc le premier exemple très ancien, le problème de ridge regression, où on prend simplement une fonction de coût quadratique pour mesurer la différence entre YI et W transpose XI. On a notre terme de régularisation ici. Un autre exemple très connu, c'est le SVM, donc machine à vecteur de support,
qui, dans le cas linéaire, prend simplement une fonction que j'aurais peut-être dû présenter, dessiner, que je peux dessiner ici, parce que bon, c'est toujours intéressant à voir à quoi ressemblent ces fonctions. Donc là, si on prend donc on a ici, prenons un axe, une dimension. Sur cet axe-là, on va représenter YIW transpose XI. Voilà. Donc la fonction de coût de machine à vecteur de support, qu'on appelle la hinge loss, c'est une fonction qui est comme ça. C'est-à-dire qui dans la partie positive, YI est considéré comme étant du W transpose XI est considéré comme étant du même signe que YI, donc il y a un bon match entre YI et la valeur prédite W transpose XI, donc le coût est nul. Et dans la partie négative, on a un coût qui est linéaire. Donc ça, c'est pour résumer d'une façon simple les machines à vecteurs de support. Donc il n'y a pas vraiment de magie derrière ça, c'est simplement une minimisation d'une fonction de coût qui nous dit que les données mal labellisées dans l'entraînement doivent avoir un coût linéaire et les données bien classées ne doivent pas contribuer à un coût qui est de 0. Maintenant, on peut faire la même chose avec quelque chose d'encore plus ancien, la régression logistique, qui, par rapport, prend une fonction de coût différente, qui ressemble grosso modo à ça. Donc quelle est la différence entre un SVM linéaire et une régression logistique? Dans un cas, on a une fonction qui a les mêmes propriétés asymptotiques, mais qui est différenciable, et dans le cas SVM, on a quelque chose qui est non différenciable. En pratique, ça donne à peu près les mêmes performances dans le cas linéaire, même... Donc il n'y a aucune raison d'utiliser un SVM linéaire au lieu d'utiliser une régression logistique si vous préférez minimiser des fonctions différentiables. Après, il y a une autre histoire dans le cas des SVM non linéaires que je ne vais pas détailler maintenant. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé un peu des fonctions de coût, mais au niveau de la régularisation, j'ai pris la plus simple, la plus ancienne, qui existe. Donc simplement dire qu'on va pénaliser la normale 2 au carré de W. Lorsqu'on a un a priori différent, ce qui sera vrai uniquement pour certains types de données, du type on sait que W doit avoir beaucoup de zéros, donc ça typiquement ça va arriver lorsqu'on a des mauvaises caractéristiques dans X, c'est-à-dire on a notre vecteur X qui représente la façon dont on observe les données. Supposons qu'on a une partie qui soit très mauvaise, du bruit par exemple, donc là on a... si jamais on utilise un modèle de régression logistique par exemple, en utilisant tous les features, toutes les caractéristiques, l'intégralité des composants de X, on va obtenir des mauvais résultats à cause de cette partie qui sont des mauvaises caractéristiques ou qui sont du bruit. Donc, on va prendre un a priori qui nous dit W, notre vecteur de poids, c'est-à-dire on a un poids correspondant à chacune des caractéristiques, doit avoir beaucoup de zéros, de telle sorte qu'automatiquement, on élimine cette partie-là. Donc ça, c'est une connaissance a priori sur W qu'on peut rajouter sous la forme de la normale 1, par exemple. Et dans ce cas-là, on retombe sur la même histoire, le même type de formulation que j'avais présenté au début, dans un cas de plus traitement du signal, où tout à l'heure, on se rappelle qu'on avait un dictionnaire pour représenter un signal Y, et on avait le fameux lasso comme problème d'optimisation. Et maintenant, prenons la même fonction de coût quadratique ici, mettons la normale 1, on peut réécrire ceci sous cette forme-là, et on voit que en apprentissage statistique, on aime bien avoir donc, une matrice X ici qui contient les caractéristiques d'entrée, un vecteur W qui est parcimonieux, et on a une formulation équivalente à la formulation un peu traitement du signal, où on a un signal qui se décompose sur un dictionnaire. Donc en quoi ceci est utile? C'est utile si on souhaite sélectionner des caractéristiques. C'est-à-dire si on a certaines caractéristiques qui sont mauvaises. Ce qui peut arriver lorsqu'on n'a pas une connaissance très approfondie d'un domaine, où on ne sait pas quelle est la bonne façon de représenter les données, donc on a un vecteur de caractéristiques très grand, et on souhaite éliminer des composantes. Donc c'était à peu près tout pour la partie traitement du signal. Maintenant je vais essayer de dire un peu pourquoi cette normale 1 induit de la parcimonie. Tout d'abord en prenant un exemple en une dimension. Donc prenons une simple fonction quadratique à une dimension avec une régularisation par la normale 1. Donc c'est une fonction qui est
qui est quadratique par morceau avec un point non différenciable en 0. Et ce point non différenciable est un peu la clé qui va induire de la parcimonie dans alpha. Et si on prend des outils très simples, dans ce cas-là, une fonction qui est différentielle partout, on peut calculer les dérivées sur la partie positive, dérivées sur la partie négative, et avoir des conditions d'optimalité qui sont très simples, qui nous dit que si soit alpha, la solution alpha est différente de 0, dans ce cas-là on est sur la partie différentiable et on peut en déduire une valeur de alpha, soit alpha est nul, et dans ce cas-là, comme condition nécessaire et suffisante d'optimalité, il faut que la dérivée positive soit positive en 0, et la dérivée négative soit négative en 0. Et on peut montrer donc assez facilement que la solution de ce problème d'optimisation, c'est quelque chose qui a le même signe que y, a à peu près la même amplitude, mais un peu réduite par lambda. Donc ça, cette notation nous dit que si jamais l'amplitude de y est plus petite que lambda, dans ce cas-là, la solution est 0. Donc on a un effet de seuillage. Et si jamais la solution est... si jamais le vecteur d'entrée, le scalaire d'entrée y a une amplitude plus grande que lambda, on va simplement prendre ce même vecteur et réduire un peu son amplitude. Donc si je veux tracer un peu... Voilà. Donc la valeur alpha star en fonction de y, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que si jamais y est dans cet intervalle moins lambda, la solution c'est 0. Si jamais y a une amplitude plus grande que lambda, on va simplement avoir quelque chose de linéaire comme ça. Donc vous avez peut-être déjà vu ce schéma, je ne sais pas, on appelle ça le seuillage doux. Donc la terminologie, je crois qu'elle a été introduite par Dono et Johnston en 1995 sur les techniques de débruitage par ondelette, où ce type de forme. Et de façon plus générale, en fait, cette formule est un peu la clé de l'optimisation d'un grand nombre de techniques d'optimisation pour résoudre des problèmes régularisés par la norme L1. Mais il y a un lien avec ce que disait Jean-Paul tout à l'heure. Bah, c'est justement pour ça que au début j'avais dit qu'il y aurait peut-être des liens, mais je ne suis pas sûr en fait. Avec ce que disait Jean-Paul, le fait que ici la non-différenciabilité induit des zéros dans la solution. Ah ouais. Parce mais c'est un point de vue qui est complètement statique, on n'a pas du tout de dynamique, aucune équation différentielle. On a simplement ici de l'algèbre linéaire simple. Et, intéressant. Donc là, pourquoi les exposés sont bien juxtaposés? Ouais. Donc pour ensuite... alors, je ne savais pas que j'avais rajouté ce schéma, c'était pas la peine que je le trace au tableau. Effectivement, donc l'opérateur de soft thresholding dont je parlais, c'est celui qui est linéaire qui réduit un peu l'amplitude du vecteur y, jusqu'à ici, j'aurais marqué moins lambda et plus lambda, qui le met à 0, donc qui a un effet de seuillage, et qui a un effet de réduction d'amplitude qu'on appelle shrinkage en anglais. Et ça, si on compare ça avec l'opérateur de seuillage dur, le seuillage dur nous dit simplement si jamais l'amplitude de y est plus petite qu'un seuil, on met la solution à 0, sinon on garde la même solution, alpha égale y. Maintenant, une autre intuition de pourquoi cette norme L1 induit de la parcimonie. Donc là, ça va être... on va essayer de faire un peu de la physique très très simple. Hein. Je n'ai aucune prétention de faire de la physique très, très compliquée. Donc on va comparer la régularisation de ridge regression, donc alpha au carré, la norme L2 au carré, qui est L différenciable, avec la norme L1 qui est non différentiable. Donc les deux fonctions sont tracées en bleu. Et en rouge, j'ai tracé donc les dérivés de la fonction. Donc ici, dans le cas de la ridge regression, on obtient une fonction qui est linéaire, et dans ce cas-là, on obtient une fonction qui n'est pas continue, mais qui est constante par morceau, avec une partie ici égale à moins 1, une partie ici égale à plus 1. Donc maintenant, comment on peut interpréter... Supposons maintenant qu'on a une fonction d'attache aux données, qui nous pousse un peu alpha vers une certaine valeur, et qu'on le régularise avec notre fonction psi. Quel va être l'effet de psi? On se rend compte que psi, c'est une fonction qui est minimum en 0 dans les deux cas, donc dans les deux cas, elle va pousser alpha un peu vers 0, d'accord? Simplement, on peut voir la dérivée comme l'intensité de la force qui pousse alpha vers 0. Donc que se passe-t-il dans le cas L2 au carré?
Lorsqu'on est loin de 0, l'intensité de la force est très forte, on pousse très fort vers 0, mais cette force, l'intensité de cette force disparaît lorsqu'on se rapproche de 0. Et si le terme d'attache aux données est assez fort, en fait, on n'obtient pas une solution qui est égale à 0. Dans le cas de la norme L1, on a une force qui est constante jusqu'au point où on est jusqu'au point 0. C'est ainsi une façon de voir, aussi donner un peu d'intuition au fait que la norme L1, dans ce cas-là, dans un cas très, très simple en 1D, va donner des solutions, si la régularisation est assez forte, des solutions qui sont nulles, et ce qui n'est pas le cas dans le cas Ridge Regression. Donc je vous avais dit que je ferais un minimum de physique, donc je vais essayer de faire un minimum de physique avec des ressorts. Donc un cas vraiment, vraiment simple, où j'ai donc deux ressorts ici fixés au mur au point rouge, à une hauteur y0, qui sont, on va dire, qui sont une énergie nulle dans cette situation. Donc ils ont une masse nulle ici. Maintenant, que se passe-t-il à gauche? Je vais attacher un ressort au sol, à ce point bleu, et je vais me retrouver avec une énergie du premier ressort qui est quadratique, donc y0 moins y au carré, y étant la hauteur du point bleu, y0 étant la position initiale du ressort. Ici, je me retrouve avec un deuxième ressort avec une énergie, donc K2, Y2 ou K2 est le coefficient d'élasticité du second ressort. Et ce qui va se passer, c'est que le système va peut-être osciller, mais bon, je ne m'intéresse pas au cas dynamique, mais juste à la solution. Il va se minimiser au point où l'énergie est minimale, donc au point où la somme de ce terme quadratique plus ce terme quadratique est minimale. Maintenant, je fais quelque chose de différent. À droite, je vais attacher juste une masse, quelque chose, ce gros rectangle bleu, qui a une énergie potentielle de pesanteur, je crois qu'on appelle ça comme ça, égale à mg fois, c'est ça ou potentiel égale à mg fois y, où y est la hauteur, et ici, de nouveau le terme quadratique. Donc que se passe-t-il maintenant si j'augmente la masse, ici je mets une masse très élevée, et ici je charge un peu, je mets un ressort qui est très fort, donc qui a un coefficient d'élasticité très élevé. Je me retrouve ici, dans la partie gauche, avec un point bleu qui ne touche pas le sol. Je peux mettre un ressort aussi fort que je le souhaite. Le ressort ne tirera jamais le point bleu jusqu'au sol. Alors qu'à droite, si je mets une masse assez forte, si elle dépasse un certain seuil, j'obtiens une solution qui est nulle. Et en fait, on peut montrer que la minimisation de ceci, sous la contrainte, donc y doit être positif, et la solution est ce seuillage doux dont j'avais parlé précédemment. Donc on peut voir ça dans un sens comme la minimisation d'une fonction quadratique très simple, isotrope, régularisée par une norme L1. C'est juste une illustration un petit peu physique, qui n'est pas très conventionnelle, mais qui a le mérite d'expliquer le fait que la régularisation L2 n'induit pas de 0. Et là, le L1, Oui. il multiplie les minima en général. C'est-à-dire Quand tu cherches par exemple à minimiser une fonctionnelle dans laquelle tu as une partie L1, je sais pas, tu minimises par exemple la différence de distance entre deux points, etc. Tu vas te récupérer deux barissants. Là, en fait, je fais que de l'optimisation convexe. Ah oui, d'accord. Souvent, strictement convexe en fait. Et oui, et là, tu dois éliminer. Et dans ce cas-là, j'ai pas ce genre de problème. Mais effectivement, dans d'autres cas, on peut avoir des problèmes. Dernière explication, qui est plus classique, qu'on voit souvent dans les livres, de pourquoi est-ce que cette norme L1 induit de la parcimonie. Donc maintenant, on considère de nouveau notre problème un peu plus général avec une matrice D ici, problème régularisé. Donc on sait que, d'après des principes simples d'optimisation convexe, qu'il existe un problème contraint, où on met une contrainte sur la norme L1 avec un certain paramètre T qui admet la même solution que celui-ci. Dans ce cas-là, on voit le paramètre lambda comme un multiplicateur de Lagrange du problème contraint qui est présenté ici. Et d'autres principes simples d'optimisation convexe vont nous dire que dans ce cas-là, les clauses de niveau de notre fonction que l'on souhaite minimiser vont être tangentes à l'ensemble de contraintes qui est celui-ci. Donc, à quoi ça correspond ici? Donc, j'ai une fonction quadratique dont les courbes de niveau, dans certains cas représentés ici, vont correspondre à des ellipses. J'ai mon ensemble de contraintes qui est la norme L1, qui est ici la boule L1, qui est une boule qui est non isotrope, qui va en fait
qui va en fait, on va devoir encourager la solution à arriver sur un axe correspondant donc à une composante nulle de la solution alpha, et donc induire des zéros. Donc alors maintenant, j'ai dessiné ce schéma de telle sorte que la solution arrive sur un axe. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est relativement facile de faire ce genre de schéma, c'est quelque chose de non... ce qu'on peut voir aussi, c'est si on remplace la contrainte L1 par une contrainte L2, ici j'obtiens une boule qui est isotrope, qui n'encourage pas la solution à être sur un axe, et la solution ici se ne trouve pas sur un axe et n'est pas parcimonieuse. Est-ce que tu as essayé les normes fractionnaires? Parce que là, ça serait encore plus fort. Une norme fractionnaire, c'est-à-dire de LP, LP. Ou racine, LP avec racine P plus grand que 1 ou plus avec petit. Oui, alors ça, je choisis de ne pas en parler, mais c'est aussi un sujet qui intéresse les gens, de dire, bon, bah, soit on prend ce L0, soit... et effectivement, plus P est petit, plus l'effet est amplifié. C'est-à-dire, à la place d'avoir ça, on va avoir quelque chose qui est comme ça. Voilà, oui. Mais en fait, on sort du cadre convexe. On a toujours des outils qui permettent d'obtenir des minimums locaux des fonctions qu'on obtient. Dans le cas de la norme L1, l'avantage c'est qu'on fait de l'optimisation convexe, c'est plus facile à analyser et ça marche assez bien. Donc, encore peut-être une minute ou deux, je ne sais pas. Donc maintenant, reprenons ce problème-là qui est le point du lasso. Une propriété importante qu'on peut montrer, c'est si on considère l'espace des solutions qu'on appelle alpha star comme une fonction de lambda, c'est-à-dire quel est l'ensemble des solutions lorsqu'on fait varier lambda, on appelle ça le chemin de régularisation. Une propriété du lasso est que ce chemin est linéaire par morceau. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Donc là par exemple, j'ai tracé dans un cas à 5 dimensions très simple les valeurs de la solution alpha lorsque lambda varie entre 0 et 4, ça ne veut pas dire grand chose, hein, mais lorsqu'on augmente la régularisation. Donc on se rend compte que lorsque la régularisation est assez grande, tout le monde est à 0. En fait, on peut montrer de façon simple que si la fonction d'attache aux données est différenciable en 0, dans ce cas-là, la norme L1, lorsque lambda est assez grand, la solution est 0. Et on observe aussi ce genre de choses, c'est-à-dire que on a une fonction qui est linéaire par morceau avec certaines variables. Par exemple, ici, la variable 2 a une valeur non nulle. Quand lambda est assez grand, elle passe à 0. Ensuite, d'autres variables arrivent, passent à 0 aussi. Donc on a une façon un peu de contrôler, dans un certain sens, la parcimonie en faisant varier ce paramètre lambda. Il faut juste faire attention à une chose, c'est que c'est quelque chose qui marche à peu près. Mais on peut avoir parfois certains cas, comme le cas de cette variable 4, qui ici a une valeur non nulle, passe à 0. Et ici, sur un intervalle de lambda, reprend une valeur non nulle avant de revenir à 0. Donc en fait, la parcimonie n'est pas forcément une fonction qui est décroissante de lambda, simplement ça marche juste assez bien en pratique. Donc bon voilà, ça prend une minute à expliquer. Une méthode simple pour apprendre les dictionnaires. Supposons qu'à dictionnaire fixe, on sache résoudre tous ces problèmes d'optimisation par rapport à alpha. Ici on a un problème d'optimisation qui est non convexe. Mais si on fixe le dictionnaire, il est convexe par rapport à alpha. Si on fixe alpha, il est convexe par rapport à d. Une façon simple, simplement d'alterner les minimisations entre les deux. Ça ne donne pas un minimum global, mais ça donne un minimum local qui donne de très bons résultats en pratique pour les tâches pour lesquelles on va l'utiliser. Une autre technique qu'on a développée, qui est l'observation que ici n peut être très très grand. Et en fait, on obtient des convergences beaucoup plus rapides lorsqu'on utilise des techniques d'apprentissage en ligne qui, au lieu de simplement alterner entre je fixe tous les coefficients alpha, c'est-à-dire si n est égal à 1 million, je fixe 1 million de vecteurs, je mets à jour le dictionnaire, ensuite je fixe le dictionnaire et je dois mettre à jour 1 million de vecteurs, ce sont des techniques qui prennent séquentiellement au hasard, des techniques un peu stochastiques, qui prennent séquentiellement au hasard des éléments de l'ensemble d'entraînement et qui mettent à jour le dictionnaire de cette façon. Donc j'ai choisi de ne pas donner de détails ici, c'est juste une autre approche. Donc voilà, donc un exemple de dictionnaire appris sur des grosses images, hein. C'est le même exemple qu'auparavant, mais simplement avec ces techniques d'apprentissage en ligne. Maintenant on apprend des dictionnaires sur des millions de patchs, donc là on a une image qui contient 12 millions de pixels, on a rajouté un texte dessus. On apprend notre dictionnaire en sachant que
où se trouve le texte, et on arrive à restaurer l'image. Donc là, il y a 12 millions de pixels, c'est un peu dur de voir si le résultat est convaincant ou pas. Si on zoome, on obtient quelque chose qui est pas mal, avec très peu d'artefacts. Donc je ne sais pas si ça doit conclure ma partie, je ne sais pas combien de temps. Sinon, je peux parler de la factorisation de matrice rapidement, je ne sais pas combien de temps. T'es à peu près à la moitié de ton exposé complet ou pas? Non, mais comme je l'ai dit au début, en fait, la deuxième partie, il y aura quelques éléments qu'on fera à la demande, parce que de toute façon, j'ai pour plus de 2 heures. Ouais. Mais bon, là, c'est simplement le lien entre factorisation de matrice et apprentissage du dictionnaire, c'est quelque chose de très simple. Ouais, fais-le parce que ça c'est Vraiment très simple. lié. Maintenant, reprenons notre problème d'apprentissage de dictionnaire ici. Si on appelle la matrice Y qui contient comme colonne tous les éléments, tous les signaux d'entrée et YI, si on appelle alpha, donc cette matrice qui contient tous les vecteurs alpha I, donc les coefficients des décompositions, on peut simplement réécrire ceci comme un problème de factorisation de matrice. On a nos signaux d'entrée Y qui doivent être factorisés par le produit D fois alpha, et alpha a une certaine régularisation, ici la somme des valeurs absolues de toutes les entrées de la matrice alpha. Donc simplement une autre façon de voir, mais bon, c'est complètement trivial à écrire, mais simplement ça permet de faire quelques liens intéressants avec d'autres factorisations de matrices comme PCA. Une façon de voir PCA, c'est pas uniquement de prendre des directions séquentielles qui permettent de maximiser la reconstruction de la variance, c'est une autre façon de voir, simplement de dire, pour faire une PCA, je factorise mes données d'entrée Y sous des contraintes d'orthogonalité, donc orthonormalité pour D et orthogonalité pour alpha. Et ça nous donne la solution de PCA, et on appelle D les composantes principales. Donc, deuxième chose importante, on peut faire du clustering dur, donc comme K-means par exemple, où dans ce cas-là, les vecteurs D, chacune des colonnes, on va appeler ça centroïde des clusters. Les alphas sont maintenant des vecteurs binaires, ça va être un vecteur qui contient en fait 1 sur un centroïde et 0 ailleurs. Donc comme contrainte, on a donc alpha binaire plus la somme des colonnes de alpha qui valent 1, c'est-à-dire simplement un seul cluster activé. Et ça, c'est aussi exactement ce que cherche à minimiser K-means. Si on peut aller juste un peu plus loin, maintenant on va dire, bon, on a toujours cette contrainte que la somme des alpha vaut 1, mais alpha n'est plus binaire, simplement ce sont des valeurs positives. Dans ce cas-là, on va faire du soft clustering, c'est-à-dire on va avoir avec nos vecteurs Y, on va choisir des poids pour les centroïdes, dont la somme vaut 1, et on va aussi faire un problème de factorisation de matrice avec cette formulation. Et je ne sais pas, oui, donc il y a aussi, si vous avez entendu parler de la non-negative matrix factorization, donc c'est factorisation de matrices positives, où on n'a aucune contrainte sur D et alpha, mis à part le fait que alpha et D doivent avoir des composantes positives. Donc ça, il y a des gens il y a notamment quelques applications audio qui sont assez intéressantes. Et voilà, il existe aussi des variantes où on peut faire de la non-négative, factorisation de matrice positive avec parcimonie. Et en image En image, je ne connais pas d'application vraiment convaincante de NMF. D'accord. Au départ, dans le papier dans Nature de Lee and Sung, il montrait sur des visages qu'on a donné des choses un peu plus localisées. À ta connaissance, en catégorisation d'objets, je ne sais pas si ça apporte quelque chose d'apporter ce type de dictionnaire en rajoutant ces contraintes-là. De positivité, je ne pense pas. En revanche, je connais des gens qui travaillent dans l'audio pour qui ce genre de contraintes sont plus importantes. Mais généralement, ils utilisent autre chose que cette fonction de coût quadratique. Ils utilisent des choses qui sont beaucoup plus adaptées aux signaux audio. Parce qu'on peut aussi changer cette losse quadratique par autre chose, si on a une meilleure façon de mesurer les distances. Et aussi, chose intéressante, c'est que la plupart des algorithmes pour apprendre des dictionnaires s'adaptent aussi pour toutes ces formulations. On alterne entre des alphas, c'est K-means par exemple. NMF, ça marche aussi bien de faire cette alternance entre des alphas. L'optimisation en ligne dont j'ai parlé s'adapte dans tous ces cas aussi. Voilà, donc pour conclure peut-être cette partie, j'ai quelques images peut-être. Sur ton apprentissage en ligne, par exemple, si tu disais que tu utilises ça quand tu as énormément de patchs en entrée, grosso modo, tu converges en combien d'itérations? Tu stabilises ton dictionnaire en tout cas? Ça c'est en termes de nombre de passes sur toutes les données peut-être. Ouais. Quand il y en a beaucoup, on fait 2 passes, je sais pas, ça suffit. Mais il y a quand même... C'est toujours une question un peu délicate, on fait de l'optimisation non convexe, on peut observer la fonction de coût, mais j'ai pas de réponse vraiment claire à cette question.
n'a pas été étudié dans ton équipe? Non. Mis à part, bon, quand on en a marre, on s'arrête, hein, quand ça bouge plus trop, on s'arrête, mais c'est non convexe, on sait juste qu'on converge à un point stationnaire, c'est tout ce qu'on sait. Et il faut une connaissance a priori sur les centroïdes. Là, en fait, bon, il y a des façons de changer les contraintes qu'on met pour la matrice D qui permettent de mettre de l'a priori, comme de la structure ou de la parcimonie, ou effectivement, c'est possible de faire ce genre de choses, j'en ai pas parlé. Mais oui, on peut faire, enfin, c'est le sujet de certains travaux qu'on fait chez nous, c'est de mettre de l'a priori le plus possible. Et notamment, quelque chose dont je parlerai demain, c'est pour aller au-delà de la parcimonie, comment faire pour mettre de la structure. Maintenant, on ne sait pas uniquement qu'il y a des zéros dans alpha, on sait qu'il y a certains groupes, éventuellement non disjoints, ou qu'il y a une structure hiérarchique dans ces coefficients. Donc je vous montrerai des images de dictionnaires hiérarchiques, avec une règle qui est qu'un élément d'un dictionnaire ne peut être utilisé que si son pair est utilisé. On obtient des choses assez intéressantes avec au centre de l'arbre, au sommet de l'arbre, des basses fréquences, plus des hautes fréquences au niveau des feuilles. Donc on verra ça demain. Là, juste pour montrer quelques images, si on applique PCA sur une base de données de l'image naturelle, on obtient ça. Ce dont on avait parlé rapidement hier, c'est-à-dire une composante horizontale et verticale, ainsi que des sortes de choses qui correspondent peut-être à des dérivées de gaussiennes, je ne sais pas exactement. Bon, non-negative matrix factorization sur des pages d'image naturelle, ça donne un peu n'importe quoi, enfin, des choses qui sont un peu dures à interpréter et qui ne servent pas à grand-chose en pratique. Et dans le cas des dictionnaires, en mettant un peu de couleur, j'ai mis de la couleur pour distinguer les valeurs positives et négatives, juste pour illustrer avec NMF, donc on obtient les choses qu'on a déjà vues auparavant. Et j'ai fait ça aussi sur une base de données de visage, un peu plus grande, des cellules assez dimensions. Les visages font 200 x 100 pixels, donc là mes vecteurs X sont de taille 20 000. J'ai pris un dictionnaire qui ne contient pas beaucoup d'éléments, ici il y en a une cinquantaine, 49, sur une base de données qui contient 10 000 visages. Et si on applique PCR, on retrouve les eigenfaces, les visages propres. NMF, donc on retrouve ce que racontait un peu Liesung dans leur papier, quand ils ont introduit NMF, qui a une certaine localisation des caractéristiques qu'on obtient. Bon, c'est assez délicat à juger. Et dans le cas des dictionnaires, on obtient ça. Ça ne sert pas forcément à grand chose, mais juste comme illustration des types de choses qu'on apprend. Sur autre chose que des pages d'image naturelle. Et voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Super. Des questions ou... Ouais. Est-ce que pour vous, parce que vous avez travaillé sur les modèles de segmentation, du genre Mumford-Shah, etc. Non, moi j'ai pas... Enfin, j'ai fait brièvement à un moment donné, j'ai essayé d'apprendre des dictionnaires qui étaient discriminatifs localement, c'est-à-dire adapter une certaine qui soit meilleure que qui soit bon pour une texture et mauvais pour d'autres. Juste avec des contraintes purement locales. On arrivait à faire de la segmentation de texture avec quelques exemples intéressants, mais pas de choses globales. Parce que ça ressemble beaucoup, Mumford-Shah. Oui, les gens... c'est une technique de régularisation qui est globale sur l'image. Dans ce cas-là, on a des choses assez locales. Après, je sais qu'en vision, maintenant, les gens ils ont tendance à être passés à des techniques de sursegmentation, en fait. Ils ont du mal à définir, en fait, quelle est la bonne segmentation dans l'image. Donc, ils cherchent à trouver des... Là, il y a un facteur d'échelle. Enfin, oui, et donc ils cherchent à faire une parcimonie des bords. Hein. C'est un free boundary problem. Enfin, parce que tu dois aussi trouver les bords enfin, pour la segmentation. Et donc, tu mets un coefficient devant, qui est un facteur d'échelle et qui évite les over-segmentations. Oui, il y a deux choses en fait, je crois. Donc il y a deux directions principales récentes à ma connaissance. Il y a toutes les approches qui sont plutôt d'optimisation par des méthodes de flow sur des graphes. Ça c'est juste des outils en fait d'optimisation qui doivent donner des choses assez liées avec Mumford-Shah à une formulation un peu différente toutefois. Et ces approches de sursegmentation, on cherche à segmenter l'image en beaucoup de petits éléments en espérant que la vraie segmentation se trouve dans les contours de cette sursegmentation. Ça, la principale raison, je sais pas, après, peut-être que Hervé Gégou connaît mieux c'est un problème que moi, je connais pas. Je pense que la raison, c'est parce que la segmentation, c'est un but en soi dans ces tâches-là. Et le but, oui, bien sûr, c'est un but différent. Du coup, il faut faire un peu trop, peut-être filtrer un peu stage. Oui, mais pourquoi alors? C'est peut-être parce qu'il y a un problème de stabilité
on n'arrive pas à obtenir une vraie segmentation qui permet ensuite de travailler. Je sais pas. Pour moi, le problème de la segmentation, c'est mal posé en fait. Oui, c'est certes. Ça, c'est pas posé. Ouais. Sébastien, tu avais une question? Non, mais c'est plutôt dans le choix pratique de la sparsité dans tes applications. Par exemple, le rôle qu'elle joue finalement par rapport à... Elle joue uniquement si ça marche que sur certains types de données. Ça, c'est important de le rappeler parce que souvent, comme en plus ça devient un sujet à la mode en vision, les gens l'utilisent pour tout et n'importe quoi et des fois ça n'a aucun sens. En machine learning, quand tu as des features qui servent à rien, c'est utile. Quand toutes tes features sont utiles, parce qu'ils ont tous des features qui ont été faits à la main par des gens qui connaissent très bien le domaine, on fait de la ridge regression, ça marche très bien. Du SVM simple, ça marche très bien aussi. Quand on a vraiment des choses dont on a vraiment besoin de faire de la sélection, là ça devient utile. Après, dans le cadre des images, c'est juste une observation empirique que on arrive à représenter ces imagettes par une faible combinaison linéaire. On arrive à approximer ces imagettes par une combinaison linéaire qui contient peu d'éléments dans un dictionnaire. Et ça c'est intéressant. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser pour certaines tâches lorsqu'on a besoin de régularité. Ce qui est l'influence du taux de overcomplete, oui, c'est aussi surcomplet. Alors en fait, ça a une influence sur les résultats dans tel ou tel... parfois c'est présenté comme un argument clé très important, c'est pas forcément le cas en fait, parce qu'on peut avoir des données qui certes ont dimension 100 mais qui vivent dans un espace beaucoup plus petit, et avoir un dictionnaire de taille 20, on arrive à représenter avec des combinaisons linéaires, c'est ce genre de choses. Après, moi ce que j'ai observé, c'est que pour ces imagettes d'images naturelles, quand le dictionnaire grossit et que j'ai une grosse base de données d'entraînement, j'obtiens des résultats un peu meilleurs, mais ça coûte plus cher, donc avec un coût qui est à peu près quadratique dans la taille du dictionnaire. Un dictionnaire de taille 100, c'est très très rapide à apprendre. Un dictionnaire de taille 500, c'est un peu plus lourd, et quand on va à 4000, il faut être patient. Parce que là, les images, c'est des 12, 16, 8, 8, enfin, c'est assez... Oui, c'est assez petit, mais... Tu parleras de la complexité un peu de tes solvers plus tard ou... On verra si... Demain, ça sera peut-être un peu à la demande, quoi. Enfin, j'ai partie plus optimisation à la fin, mais avec la partie optimisation, ça peut durer 1 heure. Donc, On peut construire un dictionnaire en mode supervisé. Oui, je me suis intéressé à ça en fait. Et ça donne des problèmes d'optimisation qui sont plus compliqués. Mais on a des façons qui marchent assez bien en fait. On a mis un papier en ligne la semaine dernière en fait, avec des méthodes qui fonctionnent assez bien. Et la difficulté, c'est que maintenant on veut faire des choses avec les coefficients alpha. Par exemple, on veut les mettre dans un classifier. On a donc le problème d'optimisation convexe du classifier, qui lui-même dépend de l'argmin du problème d'optimisation. Mais en fait, sous certaines conditions, on peut avoir une approximation. Le problème n'est pas différenciable. Mais ce qu'on a montré, c'est que quand le nombre d'échantillons n tend vers plus l'infini, en fait, le problème est différenciable et on peut calculer son gradient. Donc en fait, on arrive à faire du gradient stochastique dans ce cadre-là, qui fonctionne assez bien pour certaines tâches, pas pour d'autres. Il y en a d'autres, ça ne change pas grand-chose d'apprendre le dictionnaire de façon non supervisée. Pour d'autres, ça aide. Et en fait, les approches que j'ai présentées sans trop commenter, l'histoire de inverse half-toning, sont faites avec des approches supervisées. On apprend le dictionnaire pour la tâche de inverse half-toning ou pour la tâche de... On a fait la reconnaissance de digits aussi, des choses comme ça. On a fait un travail sur la PLS utilisée pour faire obtenir des eigenfaces. Ah d'accord. Et ça doit beaucoup aider le fait d'être supervisé. Parce que les eigenfaces en fait ne marchent pas très bien.